Voici l'explication linéaire d'un texte de Voltaire. Femmes, soyez soumises à vos maris, c'est une citation de Saint Paul, et c'est extrait d'un ensemble de textes qui s'intitule Mélange, pamphlets et œuvres polémiques, écrit entre 1759 et 1768. Voltaire est donc un auteur qui appartient au mouvement des Lumières. Il a produit de nombreuses œuvres relevant de genres divers, comme les contes philosophiques, du théâtre, des pamphlets, et il s'est engagé tout au long de sa carrière littéraire et politique pour la défense de la liberté et de l'égalité. Dans cet extrait, il fait le récit d'une rencontre entre une femme de l'aristocratie, Madame de Grancey, et un abbé, l'abbé de Châteauneuf, et cela donne lieu à une virulente critique d'un texte de Saint Paul dans lequel ce fondateur du christianisme enjoint les femmes à être soumises à leur mari. Donc vous allez procéder à la lecture si vous passez à l'oral. Moi, je ferai la lecture en petites unités de sens. Je vous rappelle qu'il faut lire le texte, environ 20 lignes. En tout cas, on vous interrompra si c'est trop long. Et donc, après avoir fait rapidement le récit de la vie de Madame de Grancey, un récit qui révèle les difficultés des femmes du XVIIIe siècle à accéder à une éducation, Voltaire retranscrit le dialogue entre l'abbé de Châteauneuf et Madame de Grancey, dans le but de critiquer les discours qui promeuvent l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes. On se demandera donc comment Voltaire se sert du récit pour dénoncer la condition des femmes au XVIIIe siècle. Voltaire utilise très souvent le récit, par exemple dans ses contes philosophiques, pour faire passer ce qu'on appelle une argumentation indirecte, pour faire passer un message à travers le récit et ses personnages. Donc la première unité de sens est justement le récit, le sommaire d'une vie qui est représentative finalement de la vie des femmes aristocrates du XVIIIe siècle. Elle passa 40 années dans cette dissipation et dans ce cercle d'amusement qui occupe sérieusement les femmes. N'ayant jamais rien lu que les lettres qu'on lui écrivait, n'ayant jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son prochain et les intérêts de son cœur. Enfin, quand elle se vit à cet âge où l'on dit que les belles femmes qui ont de l'esprit passent d'un trône à l'autre, elle voulut lire. On a donc un narrateur extérieur, troisième personne, qui fait le portrait du maréchal, de la maréchale, pardon, en résumant la première partie de sa vie, vie qui se caractérise, on pourrait dire, par une forme de frivolité. Il semble donc faire la satire de la condition, Voltaire, hein, des femmes aristocratiques de son époque, qui sont finalement réduites dans leur jeune âge à leur beauté et qui sont privées d'éducation. Donc on voit qu'on a l'art du récit avec un récit au passé simple, la restriction à la beauté et l'absence d'action intellectuelle, hein, est marquée par plusieurs négations restrictives qui portent sur justement ces verbes intellectuels, lire, mettre dans sa tête, et qui soulignent finalement une existence réduite à des occupations frivoles. Donc vous avez tout ce champ lexical de la frivolité, dissipation, cercle d'amusement, ridicule de son prochain et intérêt de son cœur, hein, ce sont les occupations qui l'occupent. Les nouvelles du jour sont donc des sujets triviaux de discussion et assez égocentriques, puisque ça ne concerne que finalement ce qui se passe autour d'elle et ses propres sentiments. La dernière phrase avec le connecteur enfin est satirique, puisqu'il y a l'utilisation de cette métaphore du trône, qui est le trône de la beauté pendant la jeunesse et le trône de l'esprit dans la deuxième partie de la vie des femmes, qui montre donc que finalement les femmes dans leur jeunesse sont réduites à leur beauté, hein, et que elles sont condamnées à essayer de développer leur esprit pour garder un certain pouvoir dans la deuxième partie de leur phrase. Et la tournure pronominale de sens passif montre finalement une certaine forme d'acceptation, hein, par ces femmes. On peut y voir ici une tonalité humoristique, voire satirique. Par exemple, l'oxymore cercle d'amusement qui occupe sérieusement les femmes, hein, souligne cet intérêt un peu ridicule pour les activités, les discussions frivoles des femmes aristocratiques. Et la chute, là encore, donne une tonalité humoristique et satirique. Elle voulut lire, ce qui annonce un changement lié à une activité considérée comme plus noble, une activité intellectuelle.
Et donc, on a ensuite une découverte de la littérature par Madame de Grancey. J'ai raccourci un peu ce panorama de la littérature qui comprenait également Racine. On lui fit lire Montaigne. Elle fut charmée d'un homme qui faisait conversation avec elle et qui doutait de tout. On lui donna ensuite les grands hommes de Plutarque. Elle demanda pourquoi il n'avait pas écrit l'histoire des grandes femmes. Donc, cette découverte de la littérature après Racine, c'est le passage que j'ai coupé, passe par Montaigne et Plutarque. On y voit le point de vue interne et naïf d'une femme qui n'est pas lettrée et qui apprécie malgré tout les caractéristiques de l'écriture de ces auteurs, mais cela reflète évidemment la vie de Voltaire sur ses écrivains, l'art de la conversation. C'est vraiment une référence à Montaigne qui dit converser justement avec tous les auteurs qu'il a lus, et notamment les auteurs latins. Ce panorama littéraire se finit par Plutarque, ce qui permet, par un jeu de mots, histoire des grands hommes, histoire des grandes femmes, d'interroger évidemment la place des femmes et d'amener le cœur du sujet de l'argumentation. Cela montre également que la maréchale a une certaine forme d'esprit. Et donc, après ce rapide panorama de la littérature, on en arrive à la découverte d'une épître de Saint Paul qui amène un débat sur la condition des femmes mariées et une sorte de révolte de la part de la maréchale. L'abbé de Châteauneuf la racontera un jour, toute rouge de colère. Qu'avez-vous donc, madame lui dit-il. J'ai ouvert par hasard, répondit-elle, un livre qui traînait dans mon cabinet. C'est, je crois, quelque recueil de lettres. J'y ai vu ces paroles. Femmes, soyez soumises à vos maris. J'ai jeté le livre. Comment, madame? Savez-vous bien que ce sont les épîtres de saint Paul? Il ne m'importe de qui elles sont. L'auteur est très impoli. Jamais monsieur le maréchal ne m'a écrit dans ce style. Je suis persuadée que votre saint Paul était un homme très difficile à vivre. Était-il marié? Alors, c'est intéressant, puisque la maréchale tombe par hasard sur les épîtres de saint Paul. Il y a un côté un petit peu désinvolte dans la façon dont elle parle de cet ouvrage. Et donc, le narrateur nous rapporte le dialogue entre elle et l'abbé de Châteauneuf. C'est donc une sorte d'élément perturbateur. On a la notion temporelle, enfin le groupe un jour, qui est assez typique de l'élément perturbateur dans un récit. Et ça va introduire finalement un dialogue argumentatif sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Cela part évidemment de la citation qu'elle a lue dans une épître de Saint Paul, Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc dialogue se caractérise par une forme de comique, on a un enchaînement en parataxe de la citation et de la réaction de jeter le livre. Elle jeta le livre qui montre une certaine désinvolture de la maréchale qui n'a pas de respect finalement pour cet ouvrage qui peut être considéré comme sacré pour l'abbé. Et on voit bien aussi l'ignorance finalement de la maréchale pour cet auteur, Saint Paul, qui est considéré comme un des fondateurs de la religion chrétienne. Il y a un côté donc à la fois comique, théâtral, un comique de situation, avec ce contraste entre la naïveté et la désinvolture de Madame de Grancey et le sérieux, le respect de l'abbé pour Saint Paul. Et de façon assez naïve, on peut remarquer qu'elle va embrayer sur des questions de mariage et que finalement, ce qui la caractérise, c'est du bon sens, du concret. Elle va s'appuyer sur son expérience personnelle pour développer son argumentation. Et notamment une critique véhémente de cette citation. Oui, madame, il fallait que sa femme fût une bien bonne créature. Si j'avais été la femme d'un pareil homme, je lui aurais fait voir du pays. Soyez soumise à vos maris. Encore, s'il s'était contenté de dire soyez douce, complaisante, attentive, économe, je dirais voilà un homme qui sait vivre. Et pourquoi soumise, s'il vous plaît? Quand j'épousai monsieur de Grancey, nous nous probîmes d'être fidèles. Je n'ai pas trop gardé ma parole, ni lui la sienne. Mais ni lui ni moi ne nous promîmes d'obéir. Donc, cette critique s'appuie sur l'expérience personnelle du mariage de Madame de Grancey. On y lit une forme d'indignation, un ton énergique, véhément, incisif, et cette liberté de ton a quelque chose de comique puisque la maréchale ne craint pas de comparer son couple à celui de Saint Paul, un personnage sacré évidemment pour les hommes d'Église, et sa femme. On voit un langage assez familier qui montre son caractère franc et libre. Et si la maréchale rejette la soumission, on pourrait quand même nuancer sur cette liberté, puisqu'on voit bien qu'elle se plie malgré tout aux attendus de son époque sur les femmes, avec complaisante, attentive, économe. La reprise du terme soumise, qui a suscité l'indignation, permet de montrer enfin,
encore une fois cette indignation et euh, permet surtout de comparer cette injonction à sa propre expérience du mariage qui exclut l'obéissance. Voilà, donc on a une forme de comique, une satire qui est rendue possible par la franchise de Madame de Grancey. Au passage, on pourrait dire aussi que ça peut être une critique de la société aristocratique, d'une certaine hypocrisie du mariage, puisque finalement, il y a, euh, il y a une promesse d'obéissance qui n'est pas vraiment respectée. Il ne faut pas oublier que le 18e, c'est le siècle du libertinage. La critique de la citation se poursuit au nom des difficultés naturelles finalement qui incombent aux femmes. Sommes-nous donc des esclaves? N'est-ce pas assez qu'un homme, après m'avoir épousée, ait le droit de me donner une maladie de 9 mois qui quelquefois est mortelle? N'est-ce pas assez que je me mette au jour, que je mette au jour avec de très grandes douleurs un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur? Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité et que, pour comble, la suppression d'une de ces 12 maladies par an soit capable de me donner la mort sans qu'on vienne me dire encore obéissez? Donc on voit bien ici dans ce passage assez polémique, encore une fois, assez enlevé avec toute une série de questions oratoires, que la maréchale insiste finalement sur tout ce qu'endure une femme dans le mariage en raison même de ses caractéristiques biologiques. Et au nom de ce qu'endure déjà la femme, eh bien, il n'est pas question d'en rajouter, hein, comme le montre l'anaphore, n'est-ce pas assez? On voit une femme de qualité qui va utiliser des métaphores qui sont des euphémismes, hein, pour désigner la grossesse, pour désigner les règles. Et la femme apparaît finalement plus méritante si on fait un paragraphe avec ce qui va suivre. Et la citation de Molière, plus méritante et plus forte physiquement que l'homme, hein, puisque euh, elle endure bien plus finalement qu'un homme. Ça remet donc en cause déjà cette supériorité que les hommes euh, attribueraient finalement à une forme de force physique. On va le voir après. euh, les seuls mérites, hein, finalement des hommes, ce serait d'avoir des muscles plus forts et de donner un coup de poing mieux appliqué. Voilà. Et donc, évidemment, on voit tous les risques encourus par les femmes, notamment le risque de mourir en couche. On voit également le fait que la femme est toujours considérée comme inférieure à l'homme, puisque si elle a un fils, celui-ci pourra se retourner contre elle. Et à l'inverse de ce qui se passe finalement dans la société du 18e, la maréchale, c'est en réalité évidemment Voltaire qui parle ici, prend le modèle de la nature, hein, qui très souvent au 18e, on peut penser à Rousseau, mais aussi évidemment à ce qu'on a vu dans Olympe de Gouges, la nature est un modèle qu'il faut imiter. Certainement, la nature ne l'a pas dit. Elle nous a fait des organes différents de ceux des hommes, mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres, elle n'a pas prétendu que l'union forma un esclavage. Donc on voit bien que l'obéissance est rejetée. On a vu précédemment le terme esclave, sommes-nous esclaves? Ici, le terme esclavage, donc cette obéissance des femmes est rejetée comme étant un esclavage, et on se rappelle que Voltaire a aussi combattu contre l'esclavage, de même que Olympe de Gouges. Donc, il s'agit ici d'un argument de valeur, c'est de l'argumentation indirecte, puisque c'est l'auteur, évidemment, philosophe des Lumières, qui s'exprime à travers son personnage. On a ici une personnification de la nature qui représente cette sagesse supérieure à celle de l'homme. Et Madame de Grancey fait la distinction entre les différences d'ordre physique et finalement les différences de statut, hein, les différences physiques avec organes différents de ceux des hommes, mais la différence de statut n'est pas pour autant un rapport d'infériorité, hein, puisqu'il y a une nécessité entre l'homme et la femme dans la nature. C'est un argument qu'on retrouve aussi dans l'avant-propos du texte d'Olympe de Gouges. On a ensuite un rejet finalement des arguments des pros, comment dire, supériorité ceux, de ceux qui défendent la supériorité des hommes, hein, et ces arguments sont réfutés par une argumentation par l'absurde.
Je me souviens bien que Molière a dit: du côté de la barbe est la toute-puissance. Mais voilà une plaisante raison que j'ai un maître. Quoi? Parce qu'un homme a le menton couvert d'un vilain poil rude, qu'il est obligé de tondre de fort près et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement. Je sais bien qu'en général, les hommes ont des muscles plus forts que les nôtres et qui peuvent donner un coup de poing mieux appliqué. J'ai peur que ce ne soit là l'origine de leur supériorité. Donc on voit bien qu'on a toujours un ton assez libre, hein, et la maréchale, assez libre, assez polémique. La maréchale reprend l'argument de la supériorité physique des hommes pour le balayer, hein, par une sorte de raisonnement par l'absurde. Et elle part d'une citation de Molière du côté de la barbe et la toute-puissance, citation qui est portée par le personnage principal d'Arnulf, qui incarne l'autoritarisme masculin, hein, et défend l'autorité de l'homme dans le mariage. Donc la barbe, c'est une synecdote, et cela permet à Madame de Grancey de montrer l'absurdité du raisonnement. Les phrases exclamatives, interrogatives, rhétoriques, la subordonnée circonstancielle de cause qui montre l'absurdité du raisonnement d'Arnolphe en prenant la citation au pied de la lettre, plus l'ironie présente dans l'expression plaisante raison, permettent de balayer finalement cette argumentation. La fin du raisonnement est ironique, la supériorité des hommes vient de leur violence, hein, un coup de poing mieux appliqué. Euh, c'est présenté comme une concession de la part de la maréchale avec l'expression je sais bien, mais qui permet de mettre en évidence l'absurdité du privilège des hommes, puisque cette concession de la maréchale limite finalement la justification du statut supérieur des hommes à un seul argument physique. Voilà, on voit avec les comparatifs plus forts, mieux appliqués. Ces comparatifs montrent que les hommes sont finalement présentés comme des personnages brutaux plutôt que des personnages plus intelligents, hein. Donc, c'est une façon de critiquer l'argument commun qui voudrait que les hommes soient supérieurs aux femmes parce qu'ils leur sont supérieurs physiquement. En conclusion, on peut dire que Voltaire utilise un récit enlevé avec pas mal de comiques, c'est à la fois polémique mais aussi satirique, il y a beaucoup d'humour, hein, et de finesse dans ce texte. On a un personnage haut en couleur, celui de la maréchale, pour dénoncer l'ignorance dans laquelle sont maintenues les femmes au XVIIIe siècle et défendre, à contrario, dans une argumentation indirecte portée par le personnage de Madame de Grancey, l'égalité de nature entre les hommes et les femmes. Voilà, et rejeter évidemment cet argument de supériorité au nom d'une supériorité physique. Voilà, j'espère que cette explication vous aura aidé et je vous souhaite de bonnes révisions.